Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, Frédéric Matisse a créé des écoles pour les intellectuels et les manuels qui œuvrent pour la transition écologique et qui accueillent des élèves en décrochage. Ce sont les écoles Être. On va revenir avec lui sur cette aventure, à vrai dire un peu folle. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buron. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, elle est même dans les programmes. Aujourd'hui, le bien-être animal sera enseigné au CP cette année. Guillaume vous dit tout. Rendez-vous enfin avec Marie-Olivier et son cours particulier. Les responsables des Jeux olympiques et paralympiques vous ont martelé l'importance de l'héritage des Jeux. Quel sera-t-il dans les écoles? Marie vous le dira. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Frédéric Matisse, bonjour. Bonjour. Vous avez créé les écoles de la transition écologique, ça fait Être, ETRE, écoles qui sont destinées aux jeunes en décrochage scolaire. C'est une aventure un peu folle dont vous témoignez dans J'ai rêvé une école, un livre qui vient de sortir aux éditions Calman-Lévy dans une toute nouvelle collection. Vous l'inaugurez, elle s'appelle L'Engagé et elle est dirigée par Isabelle Giordano. C'est un livre que vous avez écrit à quatre mains avec Émilie Lopez. L'histoire de ces écoles, pas votre histoire, mais en tout cas votre histoire avec l'éducation, elle commence du côté de Toulouse, dans une école qui s'appelle l'École de la Prairie. Là, vous êtes élève et on y pratique des méthodes d'éducation nouvelles. Déjà, comment, pourquoi vous atterrissez dans cette école? Alors c'est une volonté de mes parents et de ma mère en particulier, qui faisait des études de sociologie, parce qu'elle m'a eu très jeune, elle m'a eu à 19 ans. Et du coup, faisant ses études, elle travaillait aussi sur ces questions pédagogiques, et donc elle a fait le choix de me mettre dans cette école à la Prairie, donc qui a une pédagogie d'éducation nouvelle. Éducation nouvelle, inspiration Alors on connaît beaucoup Montessori voilà. Dans ce mouvement, mais nous c'était plutôt De Crowley. De Crowley. Voilà, sur l'école de la nature, Ovid De Crowley, qui est ma star encore aujourd'hui, ouais. Sur l'école de la nature. Et donc, qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui caractérise cette pédagogie de Crowley? En fait, c'est vraiment ça, c'est cette question on ne peut pas adapter la nature en fait à la pédagogie, et donc la nature adapte notre pédagogie. Donc par exemple, quand on décide de faire un cours à l'extérieur de jardinage, ben, s'il pleut, c'est pas la même chose que s'il fait beau. Et donc on va adapter en fait aussi notre pédagogie, notre façon de faire à ces contraintes, éléments extérieurs. Voilà, ça marche aussi pour les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques. Fils des quartiers populaires, enfant de la classe moyenne comme tant d'autres, vous vous décrivez comme ça. Qu'est-ce que ça change? Ça altère quelque chose dans votre rapport à l'école? Ça le définit? Alors ça le définit ou pas, moi ce que je dis souvent, c'est parce qu'aujourd'hui on a créé donc ces écoles. Moi j'ai pas eu de difficulté à l'école, je me suis toujours bien régalé, d'autant plus parce que j'étais dans cette école-là dite alternative, et donc je me suis toujours régalé, tellement régalé d'ailleurs que quand je l'ai quitté à 9 ans, on s'est fait une promesse avec mon ami d'enfance Colin, qu'un jour on créerait une école. Donc on va reparler de tout ça et on va reparler de... Et voilà. C'est là où l'aventure est dingue quand même, un jour la mèche. et voilà, et tout ça, c'est... Moi, encore une fois, j'ai pas de grief contre l'école, mais ce que je sais aujourd'hui et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand ça se passe pas très bien, ça peut se passer très très mal. Et que là, pour le coup... Et on va en parler, quand on dit que vous accueillez des élèves décrocheurs, ce sont aussi des élèves décrochés. Exactement. Parce Exactement. Mais en fait, la création de Être, c'est assez rigolo, parce que c'est en 2017 qu'on l'a créé, et suite notamment à une conversation avec une des jeunes qu'on accompagnait, qui nous a dit, en fait, ce que vous avez créé, c'est une école pour les jeunes qui n'aiment pas l'école. Et j'ai pas eu la répartie à ce moment-là, mais j'aurais voulu lui répondre, mais aussi l'école ne t'a pas aimé. Et ouais, vous lui répondez maintenant. Enfin, je lui réponds avec maintenant. Tout ce réseau d'écoles. Il y en a combien d'ailleurs des écoles Être? Il y en a 28 aujourd'hui. 28, c'est quand même assez extraordinaire. Alors l'autre pilier, si on revient à la jeunesse de tout ça, c'est la politique. Dès l'adolescence, vous créez un parti politique? Oui, je suis passionné de politique depuis toujours. Voilà, donc à 14 ans, avec des copains dans la cour d'école. On fait beaucoup de choses dans les cours d'école, hein, finalement. Maintenant, c'est plutôt au café, mais bon, à l'apéritif. Mais on a fait beaucoup de choses dans les cours d'école. Et notamment là, on était un peu révoltés, où on se questionnait sur le fait que nos collègues et camarades ne s'intéressaient pas du tout en fait, à ces questions politiques. Et donc, comment faire pour transmettre ces questions politiques, et en même temps, comment réfléchir et comment faire des propositions. Alors, on a créé effectivement... Et ça donne PPA, qu'on va retrouver plus tard. Exactement. PPA, penser, parler, agir. Ouais. En fait, le constat, c'est ça, c'est que finalement, et on le retrouve ensuite dans l'écologie, hein, on en parle beaucoup, on fait beaucoup de théories, on discute beaucoup de ces sujets-là, mais par contre, en termes d'action, on en manque peut-être un petit peu. Vous poursuivez sur des études d'informatique. Pour faire plaisir à papa.
D'accord, c'est sympa aussi, c'est bien. Le père que je suis ne saurait vous en faire le reproche. Néanmoins, à un moment donné, vous vous dites tant pis. Oui, en fait, il y avait cette... Papa. Donc, je crois en fait que moi, comme j'ai dit, j'ai pas eu de difficulté, mais par contre, en 4e, 3e, quand on nous dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je trouve que c'est une question qui est tellement engageante et tellement difficile à répondre que soit on est orienté, on a la chance quelque part aussi d'avoir des propositions, des orientations familiales ou dans notre entourage, soit on est un peu perdu. Et donc moi j'étais un peu dans ce cas-là, un peu perdu. En plus à ces moments-là, on remet beaucoup de choses en question, etc. Et du coup je me suis orienté vers ces études-là. Que vous quittez pour les sciences de l'éducation. Alors j'ai pas quitté, que j'ai fini, parce que c'était un accord. C'était un accord, il avait signé. Je pouvais faire d'autres études si je terminais celle-là. Mais du coup, j'ai terminé ces premières études informatiques et ensuite, effectivement, je me suis adonné à ma passion qui était les sciences de l'éducation. Et ce qui fait le lien entre les deux sujets, et tout s'entrelace, c'est que l'éducation et les méthodes éducatives sont éminemment politiques. Écrivez-vous dans le livre en ces termes. Qu'est-ce à dire? C'est que la façon dont on forme les enfants, les adolescents, ça fera des citoyens différents à l'arrivée. Exactement, et je pense aussi que quelque part, quand on a un projet, une envie, une volonté politique, il faut penser à la pédagogie, c'est-à-dire la méthode pour le transmettre et pour partager aussi toutes ces idées. On arrive donc en 2017 avec la création de cette première école. Être à l'âge. L'âge, ouais. On est où alors? Alors l'âge, on est à 45 km de Toulouse. Ouais. Voilà, donc dans la campagne, on est sur le début des coteaux du Gers, donc ça commence à être un petit peu vallonné. On est dans un village de 160 habitants, donc tout petit village. Et voilà, on a vraiment pleine campagne. Alors certains disent périurbain, moi je préfère le terme périrural, puisqu'on est plutôt côté campagne. Et voilà, et en fait on a choisi cet endroit-là parce que pas très loin finalement quand même de Toulouse. Et le fait est que les jeunes, en fait, au départ, en tout cas c'était beaucoup des jeunes de Toulouse qu'on accompagnait à la campagne pour pratiquer cette écologie dans le fer. École gratuite? École gratuite, exactement. Ouais. Pour élèves de quel âge? Alors principalement, 3/4 de notre public, ce sont des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont en rupture, on va dire, donc comme on le disait tout à l'heure, avec le système classique. Donc ils vont être en décrochage, déscolarisés, en situation de handicap, en prise avec la justice, etc. Et ça, c'est 3/4 de notre public. Mais par contre, là aussi c'est politique, un des constats qu'on a fait, c'est plus il y a de diversité, de mixité dans nos formations, plus ça fonctionne, mieux ça fonctionne. Et du coup, en fait, dans le quart restant de nos publics, il y a aussi des personnes en reconversion professionnelle, il y a aussi des personnes... Et je crois qu'il y en a de plus en plus. Il y en a énormément avec beaucoup. Et je vous poserai la question tout à l'heure. Frédéric Matisse, invité du Grand Oral, que l'on retrouve juste après l'Anti-Sèche, Guillaume Buan. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Du nouveau dans le programme scolaire en cette rentrée. On n'est pas allé chercher très très loin notre actu puisque le bien-être animal s'invite dans les salles de classe des élèves de cours préparatoires lors de l'enseignement moral et civique. Effectivement, l'article 1, tous les animaux ont des droits égaux à l'existence dans le cadre des équilibres biologiques. Ces égalités n'occultent pas la diversité des espèces et des individus. L'article 2 également, toute vie animale a droit au respect. Donc depuis le 15 octobre 1978, les droits des animaux sont régis par cette déclaration qui est universelle. Alors, faut-il encore le savoir? Et surtout, à quel âge? Il faut tout simplement l'apprendre. C'est pourquoi d'ailleurs, l'éducation nationale souhaite prendre ce sujet et prend le problème à bras-le-corps pour la plus grande satisfaction justement de la Fondation du droit animal, alors que des modules de sensibilisation au respect des animaux de compagnie étaient censés entrer au programme, il faut quand même le savoir, en 2021, année de mise en application d'une loi contre la maltraitance animale. C'est d'ailleurs ce que déplore son président, Louis Schweizer, j'ai rencontré. La loi prévoit, elle, que l'enseignement du respect des animaux de compagnie est fait à tous les niveaux scolaires. École élémentaire, collège et lycée. Donc la loi est incomplètement appliquée. Deuxièmement, il est vrai que c'est très important de commencer très tôt et que les enfants sont des agents d'influence auprès des parents. Les enfants, je l'espère, écoutent les parents. Mais j'espère aussi que les parents écoutent les enfants. Et je pense que très souvent, pour les animaux de compagnie, il y a un dialogue naturel entre parents et enfants. Et que l'animal de compagnie permet d'enseigner et d'apprendre à l'enfant le respect du vivant.
Il est question d'animaux de compagnie et non de tous les animaux. C'est ce que regrette également, là encore, la Fondation. On a quelques chiffres à donner aussi. 44 844 animaux abandonnés, maltraités, pris en charge par la SPA en 2023. Un chiffre qui est en hausse, 1,5% par rapport à l'année précédente. Et pourtant, les Français adorent justement les boules de poil. Les chats, les chiens. Regardez, 15 millions de chats tout de même. 7,6 millions de chiens dans les ménages français. L'Hexagone fait partie des 3 premiers pays d'Europe où l'on compte justement le plus d'animaux. Alors qu'est-ce qu'ils vont apprendre à leurs élèves, les enseignants? Alors j'ai posé justement la question. Objectif, distinguer les propriétés personnelles et collectives de ces animaux, les aider à comprendre le respect qui leur est dû à l'environnement et aux vivants des espèces familiers, qu'ils soient lointains ou qu'ils soient plus proches de nous. Écoutez justement la réponse une nouvelle fois de Louis Schweitzer. Je pense que pour les professeurs, ce n'est pas difficile. Il se trouve que, d'une part, la LFDA, d'autre part, une autre fondation, la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, donne du matériel pédagogique aux enseignants qui leur permettent de bien aborder, en connaissance de cause, ces sujets. Cela dit, il y a une liberté des enseignants qu'il faut bien sûr respecter. Je ne me fais aucun souci sur la capacité des enseignants d'apprendre aux enfants le respect des animaux de compagnie. Le sujet, c'est de savoir si dans des programmes très chargés, ils auront le temps de le faire. On a la réponse. Ça vous fait rire. Ça vous fait réagir. La réponse de Frédéric Mathis. Je pense qu'on n'aura pas le temps, mais... Et c'est tout le problème, effectivement. Alors, j'ai également demandé à Louis Schweitzer quel était pour lui, ce qu'il fallait réellement apprendre, ce qui était indispensable. Écoutez. Le premier point, c'est que l'animal est un être sensible. Il est capable de bonheur, il subit des souffrances, et donc c'est d'apprendre que l'animal est un autre, qu'il faut respecter en tant qu'autre, parce que, comme on respecte d'autres enfants, des adultes. Apprendre comment l'animal s'exprime, comment un animal montre qu'il est heureux, comment l'animal montre qu'il souffre. Il joue avec un animal, par exemple, et il n'imagine pas que l'animal subit des sensations. Alors on fera le bilan, bien évidemment, ici même. On se reparlera dans un an, savoir si ça a été mis en place. Sachez qu'il y a d'autres initiatives, là aussi, qui ont été prises durant l'été, le 24 juin dernier. Il est possible de signaler directement les cas de maltraitance animale sur une ligne qui est dédiée, le 3677. On le rappelle, c'est un nouveau numéro d'appel national qui a été mis en place par l'association, la CNPA, le Conseil national de la protection animale. Une ligne qui est d'ailleurs ouverte 7 jours sur 7. Les horaires, c'est 9h-19h du lundi au vendredi, puis 10h-17h le week-end, si vous voyez peut-être dans la rue ou si vous avez connaissance de maltraitance. Le 3677. Effectivement. Guillaume, merci beaucoup. Et on fera le bilan, effectivement. Rendez-vous est pris pour dans un an, peut-être même avant. Cette école première du genre, je la rêve depuis des années. Ce rêve est devenu réalité. Il va permettre à de nombreux jeunes d'acquérir des compétences dans la transition écologique. Extrait de J'ai rêvé une école, le livre que Frédéric Mathis publie chez Calman Lévy dans la collection L'Engagé avec Émilie Lopez. Frédéric Mathis qu'on retrouve, il est l'invité du Grand Oral. Frédéric, vous insistez beaucoup dans le livre sur la nécessité de revaloriser les métiers manuels. Pourquoi est-ce que c'est essentiel selon vous ? Je crois que ce que je dis souvent, c'est qu'on a eu une superbe moment de page de publicité au moment du confinement, puisque tout le monde s'est remis à faire des choses manuelles. On a refait son pain, son jardin, etc. Je pense que d'une part, ça permet de se reconnecter. Ça, c'est une chose assez essentielle. C'est ce qui s'est passé. Avec les choses, avec la nature. C'est ce qui s'est passé au départ, en fait, de cette aventure, c'est de voir l'effet et l'impact que ça avait de faire des choses de ses mains. Et deuxièmement, au niveau purement sociétal, on dit, nous, que la formation représente, en fait, le goulot d'étranglement de la transition écologique. On peut mettre des milliards dans des panneaux solaires, etc. Si on n'a personne pour les installer et les maintenir, c'est un peu de l'argent. Ça ne va pas servir à grand-chose. Il n'y a pas que la question des panneaux solaires. On fait donc beaucoup de choses dans vos écoles, on fabrique énormément. Vous racontez dans le bouquin des projets, il y a des Rosalie pour le nettoyage des plages, des stérilisateurs économiques. Donnez-nous un ou deux exemples comme ça de projets qui vous plaisent bien ou d'étapes qui vous plaisent bien. Effectivement, il y en a plein. Alors, il y a eu notamment récemment des remorques en fait solaires pour les vélos, et donc notamment donc ça c'est l'école de Paris qui fait ça, et donc ils ont fait un système de remorques solaires pour aller sur les chantiers et notamment pour aller sur les parvis de certains ministères pour aller réparer les vélos des agents et donc pouvoir brancher ensuite leurs outils sur cette remorque.
Autre exemple ? Autre exemple, il y en a plein. On a fait une très belle cuisine et étal de boulangerie pour une boulangerie d'un village. Et du coup, voir la fierté en fait aussi des jeunes qui ont participé à ça, et de l'autre côté de la boulangère qui est très heureuse d'avoir ce beau mobilier, c'est toujours une immense satisfaction. Et c'est à ça que je voulais en venir, parce que fabriquer, faire, ce qui est flagrant, dites-vous, dans tous ces exemples, c'est la puissance de la mise en action, et qu'on retrouve d'ailleurs dans PPA. Penser, parler, agir. Ce que vous voulez démontrer, ce que vous démontrez dans les écoles Être, c'est ça. C'est-à-dire que le simple fait de produire des réalisations, ça va avoir plein d'effets, et des effets extrêmement importants, et pas seulement, comme souvent on vous vend ces activités manuelles en disant au passage on fait un peu de maths parce que je sais pas quoi, il faut calculer un angle, ou un peu de français parce qu'il faut être capable de présenter le projet. Vous dites que vous, c'est transformateur, ça va au-delà. Exactement. C'est vrai que ça sert de support pour la théorie, on est d'accord. Mais par contre, en plus de ça, voir la satisfaction. Moi, je me rappelle du tout premier chantier qu'on a fait, c'était en 2007, donc ça commence à dater. Dans un théâtre, on a fait des enduits à base de terre. Donc ça, c'est avant les écoles, c'est bien avant. Bien avant. Donc, au début de 3PA, donc de l'association que j'ai créée. Donc avec des jeunes qui tous en fait, sont arrivés sur le chantier en disant non, c'est sale, etc. etc. Et d'arriver, en fait, de se mettre en action, de transformer cette terre en enduit en quelque chose de très beau, parce que c'était coloré. Enfin, on avait en plus un artisan magnifique qui a transmis tout ça. Le soir, on a eu très clairement des jeunes qui ont eu comme effet de pleurer de joie, de cette satisfaction d'être constructif, de fabriquer quelque chose. Mais nous-mêmes, en fait, je crois, quand on réalise un meuble, quand on fait son pain, etc., il y a quand même une certaine émotion dans cette réalisation. Vous avez cité tout à l'heure les effets du confinement, de la crise du Covid. Vous écrivez que vous recevez depuis beaucoup d'appels de personnes, notamment d'ingénieurs en quête de reconversion. Comment vous analysez ça ? Je crois qu'on s'est départi de cette... On a beaucoup trop théorisé les choses, je crois, en général. Et surtout, on nous a éloignés d'une certaine forme de réalité. Et du coup, le fait de se décloisonner comme ça nous fait aussi nous dire, surtout dans un moment en fait, où tout s'était arrêté. Et donc, qu'est-ce qui est essentiel ? Et donc, on a vu que ces métiers qu'on appelait de première ligne, les métiers essentiels, c'était quoi ? C'était les métiers du soin et les métiers manuels. Les autres, finalement, est-ce qu'ils sont vraiment essentiels ? Donc, si on veut redonner ou donner du sens à sa vie, c'est pas plus mal de se tourner vers ces métiers. D'autant, et vous le mentionnez à plusieurs reprises dans le livre, qu'il y a une grande souffrance, un mal-être de la jeunesse, amplifié, dites-vous, par la crise sanitaire. Tout à fait. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 13% en 2019 des jeunes qui présentaient des troubles dépressifs, le double après le confinement. Et une étude de début d'année parlait de 40%. Donc on est vraiment dans un état de crise de la jeunesse. Moi, je parle même de grande dépression, parce qu'en plus, ces jeunes-là ne sont pas écoutés. La jeunesse nous parle, crie, hurle même parfois, et elle a besoin d'être entendue, écoutée, aidée aussi. Un pays qui n'investit pas dans sa jeunesse n'a pas d'avenir. C'est un extrait du livre. Et vous ajoutez qu'il est faux de dire que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas ou plus de motivation. Ils en regorgent. Ils cherchent simplement à savoir comment l'utiliser. C'est aussi simple que ça ? Je pense que le point commun, que ce soit les jeunes, même les personnes en reconversion qu'on reçoit chez nous, c'est le déficit de confiance. En fait, les jeunes, la plupart, et c'est la première anecdote que je raconte dans le livre, c'est que à force qu'on leur dise qu'on n'a pas confiance en eux, ils finissent par ne plus avoir confiance. Il y a un effet performatif. Et on n'a plus de confiance dans l'avenir, parce qu'on ne sait pas où ça va aller, on n'a plus de confiance, etc. Et je pense que ce déficit de confiance, il est nécessaire de le renouer. Et du coup, il faut le faire savoir aussi, il faut y travailler, parce que c'est une matière peut-être presque comme une autre, c'est travailler sur cette reconstruction de la confiance. Pourtant, il y a un ancien ministre qui avait dit qu'il voulait faire l'école de la confiance. C'est vrai. Ça n'a pas marché ? Pas vraiment, pas encore. Comment on fait très concrètement si on est intéressé soi-même par les écoles Être, on a envie d'y entrer, ou si on connaît des gens, des enfants, de la famille, d'anciens élèves dont on se dit tiens, ça peut être une bonne idée ? Oui, sur tous les réseaux, sur Internet, écoletransition.eu. Et en fait, c'était aussi la volonté d'essaimer ces écoles. C'est qu'on a créé une première école dans ce petit village à 40 km de Toulouse. Et quand on l'a inaugurée, en fait, on a reçu des appels d'un peu partout en France, nous disant où est l'école la plus proche de chez nous quand on est en Bretagne, en Alsace. Et vous avez c'est pas près de Toulouse. Et donc c'est pour ça qu'on a essaimé ces écoles et maintenant il y en a 28 et l'idée c'est qu'il y en ait le plus au plus près des territoires. Comment vous financez tout ça ? Comment on finance tout ça ? Avec du financement public, évidemment, notamment les régions, avec cette première région d'implantation qui est la région Occitanie. Occitanie, oui, bien sûr. Voilà, parce que c'est aussi une des compétences des régions, la formation professionnelle. Ensuite, on a des financements privés via des fondations, notamment familiales et d'entreprises.
Et ensuite, on a aussi une partie d'autofinancement via la fabrication et la revente en fait, de ce qui est fabriqué dans le cadre des formations. Frédéric, ce sera ma dernière question. Vous direz que vous avez longtemps hésité à avoir des enfants par crainte de l'avenir. Ouais, c'est difficile de faire des enfants dans cet état de trouble. On ne sait pas trop... En fait, je pense que dans tout ça, la question, au-delà de la question de l'insertion sociale et professionnelle, il y a cette question d'écriture des nouveaux récits. Et cette écriture des nouveaux récits, c'est en même temps ultra excitant, mais en même temps assez tétanisant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Parce que si demain ça se passe mal, quelle responsabilité on a de les avoir mis au monde? Ouais, mais vos parents pourraient dire la même chose. Exactement. Parce que finalement... D'accord, ok. Petit message aux parents, monsieur et madame Matiche. Fred a un truc à vous dire. C'est ça. Non, mais je pense qu'on se pose toujours des questions, et c'est sain de se poser des questions. C'est quand on arrête de s'en poser qu'il y a des problèmes. Et que ça commence à poser des problèmes. J'ai rêvé d'une école Frédéric Matisse avec Émilie Lopez. Coup de chapeau d'ailleurs, parce que vraiment le bouquin est très agréable à lire. Et cette nouvelle collection que viennent de lancer les éditions Calman Lévy, elle s'intitule L'Engagée. Elle est elle-même portée par quelqu'un qui est engagé de longue date et fortement, qui est Isabelle Giordano. Frédéric Matisse, merci beaucoup. Merci beaucoup. Marie-Olivier Lecourt particulier, elle nous avait parlé de Frédéric Matisse l'année dernière et des écoles Être. Elle va continuer à nous faire découvrir les pédagogies nouvelles. Marie-Olivier, bonjour. Bonjour Emmanuel. On se retrouve chaque semaine pour ce cours particulier qui nous permet d'explorer des pédagogies alternatives à l'international et où en France vous aviez parlé des écoles Être l'année dernière. On vous avait repéré, Frédéric, en fait. Marie vous avait repéré et il y a aussi des portraits de grands pédagogues. De Crolly, je sais, on l'a fait de Crolly d'ailleurs, je me souviens plus au vide de Crolly. Oui, on l'a fait l'année dernière on aussi. Toutes les cases, elle est parfaite. On parle aujourd'hui des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Ils viennent de se terminer. Quel en sera l'héritage? C'est une question qui habite et qui irrigue le débat depuis le début. Oui, alors ce sont sûrement les valeurs véhiculées par ces Jeux, l'inclusivité, la solidarité et l'ambiance aussi. On a vu toute la presse internationale qui s'extasiait devant cette ambiance assez incroyable dans les rues de Paris et aussi dans les artères des stades. Tout à fait. Le métro, il y avait tous les élèves de France ou des enfants des centres. Vous avez vu ça aussi? Oui, j'ai vu ça. Encore hier, j'étais au complètement dingue. Et les enfants ravis de découvrir tout ça. Donc ça nous donne quoi? Du respect? Les valeurs du sport, oui, le respect, la solidarité, le courage, la détermination. Et bien d'autres encore. Et puis des athlètes qui donnent envie aux enfants de les imiter. Et oui, des athlètes. On pense évidemment à Léon Marchand. Je pense qu'il a donné envie à un certain nombre d'enfants de s'inscrire à la natation. Son club à Toulouse a enregistré 20 à 30% d'inscriptions en plus par rapport à 2023. Et c'était à mi-août. Donc je pense qu'à la rentrée, ça a encore dû augmenter. Donc ça donne une idée. Ouais. Je pense que c'est pas le seul à avoir inspiré les enfants. Il y a Léon Marchand, mais pas que. J'imagine qu'il y a d'autres sports partout en France qui bénéficient de cette vague d'intérêt. Oui, on n'a pas encore tous les chiffres, mais je pense qu'en judo, en basket fauteuil, en cécifoot, en natation, en triathlon, il va y avoir beaucoup de jeunes qui vont s'inscrire. C'est très bien d'ailleurs. Il y a un autre héritage, ce sont les infrastructures. Et oui, les infrastructures, alors elles sont peu nombreuses finalement, celles qui ont été construites pour les Jeux Olympiques. Ils se sont beaucoup appuyés sur les infrastructures existantes. Mais par exemple, encore une fois, cette aréna incroyable, la Défense Arena de natation, où il y avait une ambiance assez folle, qui a vu les exploits des frères Portal en paranatation, de Léon Marchand aussi et de bien d'autres encore. Eh bien, ces 2 piscines, elles vont être relocalisées en Seine-Saint-Denis, un département où seulement un enfant sur 2 sait nager. Bassins qui ont été effectivement le théâtre de plein d'exploits. Infrastructures sportives, infrastructures scolaires, non aussi? Aussi. Alors, il y a un label qui s'appelle le label Génération 2024 qui a été décerné à certains établissements scolaires par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur. Et l'idée, c'est vraiment de créer des passerelles, tout simplement, entre les jeunes et le monde du sport pour qu'ils puissent avoir une activité physique régulière. Bon, et tout ça, on en parle avec beaucoup de tranquillité et de calme, mais d'habitude, on fait plutôt des chroniques pour dire des jeunes qui ne bougent pas assez, qu'il y a des problèmes d'obésité croissants, qu'on a une jeunesse sédentaire, une jeunesse qui ne sort plus d'ailleurs à l'extérieur. Il y avait, c'est pas vous qui allez me contredire, c'est un vrai problème absolument considérable. Et oui, les chiffres sont parlants. Il y a 3/4 des enfants et adolescents français qui n'atteignent pas les standards recommandés d'activité physique par l'Organisation mondiale de la santé, sachant que c'est à peu près 1 heure d'activité physique par jour, mais juste une marche, ça peut être juste de la marche, quelque chose de doux, et à peu près 3 fois par semaine de l'activité sportive un peu plus intense, comme du VTT, quelque chose de plus cardio. Bon. Et on est vraiment en France en bas du classement, on est dans les tout derniers. On est loin. On espère donc que ces jeux vont insuffler des envies de bouger.
Oui, on espère, et que l'héritage se déclinera aussi sous plusieurs angles. Hein. Le label fait partie, ce label Génération 2024 fait en fait partie d'un programme plus large, Génération 2024. Donc ça propose différents labels sur différents sujets, mais aussi des ressources pédagogiques pour les enseignants. Exemple, tout savoir sur le paratriathlon. Donc en fait, c'est pour les CE1 et plus. Donc vous allez sur le site, tout savoir sur le paratriathlon. Vous avez des fiches pratiques sur les règles du sport, etc. Et aussi des vidéos. Regardez. 3 épreuves, 750 mètres de natation, 20 km de cyclisme, 5 km de course à pied. J'enchaîne les efforts. PET sont mes lettres de classification. 6 catégories. En PTS 2, 3, 4 et 5. S comme standing. Je cours debout. Mon handicap concerne les membres inférieurs et ou membres supérieurs. Plus le chiffre est important, moins le handicap est impactant. En PTWC, WC pour wheelchair, je n'utilise que mes bras. Le vélo en handbike et la course en fauteuil. Entre les disciplines, dans les zones de transition, j'ai une assistance. En PTVI, veillez comme visual impaired, malvoyant ou non-voyant, relié à mon guide. Notre effort est commun. Comme pour les PTWC, en fonction de mon handicap, mon départ est décalé pour plus d'équité. Objectif, arriver le premier. Ouais, spectaculaire pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes, il y a une série qui s'appelle Et si on se parlait, qui est en lien avec les petits citoyens de la Fondation Léo Lagrange. Et l'idée, c'est vraiment d'expliquer des choses. Donc, et si on se parlait d'esprit sportif, ou encore et si on se parlait des violences faites aux enfants dans le sport. Et puis alors, parfois, on peut s'en parler avec des sportifs. Il y a cette fonction de rôle modèle. Et dans le cadre de Génération 2024, certaines écoles ont accueilli de grands champions. Oui, alors il y a des écoles, Épinette et Kellner, dans le 17e arrondissement de Paris, qui ont accueilli Romane Dico, la judokate, Nicolas Karabatic, le handballeur nouvellement retraité, ou encore Tony Estanguet, qu'on ne présente plus. Retraité et triste. Exact, malheureusement, après ces quarts, oui, ouais. Tout à fait. Et il faut dire en fait qu'il y a une excuse pourquoi ils ont accueilli tous ces sportifs, tout simplement parce qu'ils ont créé le premier musée olympique et paralympique scolaire, donc par les enfants et pour les enfants. Génial. Vous en parlez avec beaucoup de passion, Marie, parce que le sport, c'est votre autre passion, à part de faire des chroniques sur School TV. Oui, j'aime bien. Je voulais être journée sportive quand j'étais jeune, donc je pense que ça laisse des traces. Quel sport? La course? Un peu de tout. Mais là, je suis allée au JO et je vais voir l'athlète tout à l'heure. Ouais. C'est pas mal. C'est formidable. Merci beaucoup. On va continuer à parler de belles initiatives entre la jeunesse et le sport au détour de prochains cours particuliers. Je crois que c'est en magasin. C'est important. Ça. Dans les écoles lettres, c'est des écoles, on l'aura compris, pour les plus grands. Il n'y a pas un programme avec du sport, etc. Si Non, il n'y a pas de programme avec du sport. Après, c'est vraiment sur bouger. Et puis, moi, je crois, au-delà de tout ça, c'est tout ce qui a été créé en termes d'héritage pour ces jeux. C'est aussi cette espèce de dynamique collective et ce sentiment de fierté de faire partie d'un tout qui était assez incroyable. Ouais, il y a quand même quelque chose. On dit aujourd'hui, on est de plus en plus individualiste, la société fracturée, etc. Mais dans ces moments de liesse populaire, c'est quand même assez magique. Voilà, pourvu que ça dure. Et on se demande pourquoi c'est... Tony Estanguet aurait pu faire un Premier ministre absolument formidable. Bon, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Marie, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cours particulier. Frédéric, merci beaucoup. Merci. Je redonne le titre du livre « J'ai rêvé d'une école ». C'est avec Amélie Lopez et la collection L'Engagé. C'est des éditions Kallman Lévy. Former les jeunes au monde de demain, leur redonner confiance grâce au métier manuel, utiliser leur savoir-faire pour accompagner la transition écologique, le principe des écoles être. Merci aussi à toute la formidable équipe de cette émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation Théo Boscar. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et les réseaux sociaux. Et cette année, c'est une nouveauté, vous pouvez aussi retrouver le Grand Oral, donc le Grand Oral de Frédéric aujourd'hui, en version audio sur les principales plateformes de podcast.